Bonsoir, bienvenue à l'émission VHR en live. Cette émission a pour objectif d'améliorer la prise en charge des hépatites virales de l'hépatite C. Elle s'adresse à vous qui nous suivez et à tout moment vous pouvez poser vos questions. Pourquoi ce sujet? Comme vous le savez, l'hépatite C est un problème majeur de santé publique. On estime qu'il y a 200 000 personnes atteintes d'hépatite C en France et un tiers ne connaissent pas leur maladie. Il nous a paru aussi important, à l'ère des nouveaux traitements, avec cette révolution des antiviraux, de faire le point et discuter de la prise en charge des malades. Pour ce faire, nous le faisons dans un nouveau concept, un Airstream. Il s'agit d'un studio mobile où nous allons auprès de chez vous avec chaque acteur. Nous sommes aujourd'hui au centre hépatobiliaire de Paul Brousse. Nous allons discuter avec Teresa Antonini, qui est hépatologue, Anne-Marie Roch, qui est virologue, et dans la deuxième partie de l'émission, avec Jean-Charles Duclos-Vallée et Rodolphe Sobeski, pour discuter des interactions médicamenteuses et de la prise en charge de ces patients. Alors, on va voir ensemble le parcours de soins au centre hépatobiliaire de Paul Brousse, comment un patient est dépisté, diagnostiqué et pris en charge. À tout moment, vous pouvez nous interrompre, discuter avec nous, nous envoyer des questions, et on répondra à toutes ces questions en direct du plateau. Jingle. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes avec Teresa Antonini de Paul Brousse, qui est hépatologue. Bonsoir Teresa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci d'être venue à cette émission. Donc tu es juste à côté, on est à Paul Brousse. Bien sûr. Donc tu es hépatologue, tu as fait ta formation en Italie à Rome et tu es à Paul Brousse depuis 2 ans. 12 ans. 12 ans 12 ans déjà. Toute ma petite carrière, je l'ai faite à Paul Brousse. Ça passe vite. Ah oui. Anne-Marie Roch, tu es virologue, responsable du centre de référence à Paul Brousse, et donc tu vas nous éclairer sur la virologie. Centre de référence A et E. Hein. Ouais. C'est pas que C, le C, c'est pas ici. Hein. Non, mais c'est important, l'hépatite A, l'hépatite E. Mais tu as de très grandes connaissances en virologie, de l'hépatite C, l'hépatite B, donc tu vas nous expliquer ce qu'on doit faire pour suivre les bonnes pratiques. Alors, Teresa, tu as décidé de nous expliquer votre prise en charge rapide du patient. Donc, à toi la parole. Et donc, en effet, à Paul Brousse, nous avons mis en place un centre qu'on appelait CEPRES. Ça veut dire Centre de prise en charge et dépistage rapide des hépatites virales. Et pourquoi ça nous a pris cette idée? Simplement parce qu'il y a en France et en Europe un énorme problème de prise en charge des patients qui sont dépistés pour l'hépatite C. Donc ils sont dépistés. Il y en a une partie qui n'est même pas dépistée. Quand ils sont dépistés, ils rentrent dans la filière, mais à un certain moment, ils sont perdus de vue à différents moments. Et donc ça correspondait à un besoin. Mais c'est un profil particulier de patients. C'est des patients qui étaient plus difficiles à suivre, qui venaient pas à l'hôpital. Tout à fait. On a beaucoup travaillé avec les carus de l'Exapa qui sont dans la région, dans les 94, et on s'est aperçu que ces patients, une fois qu'ils sont dépistés, ont vraiment une difficulté à rentrer dans la filière de prise en charge. Ils se perdent un peu entre la première consultation, la deuxième consultation. On donne des ordonnances, par exemple, à faire pour des prises de sang, simplement transaminase, charge virale, sérologie, génotypage. Et puis soit on ne les revoit pas, soit ils ont vraiment de grosses difficultés à compléter ces items, ces petits parcours. Et donc avec tous nos collègues, effectivement, on a eu la même sensation qu'il avait un besoin qui n'était pas répondu. Et ces besoins, effectivement, on les retrouve dans encore plus fort dans certaines populations particulières, les patients co-infectés, les toxicomanes. Et donc c'est pour ça. Les usagers de drogues actives et tout ça. Tout à fait. Où il faut s'adapter finalement à eux. Oui, et leur permettre de faire c'est à nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à nous d'essayer de s'adapter à leurs besoins que c'est fini un peu la Donc comment vous vous êtes organisé? Comment ça marche en pratique? Comment vous faites à Paul Brousse? En pratique, on a mis en place une structure qui voit différents acteurs de santé autour du patient
Et en gros, les patients, il arrive le matin à 8 heures, il a une prise de sang qui est assez standardisée. Les patients, il faut qu'ils soient dépistés pour les hépatites virales, hein, d'accord? Oui. Donc, une fois qu'il est dépisté, il vient à Paul Brousse. On a mis en place un accueil téléphonique Oui. avec une ligne dédiée, un adresse email qui est dédiée. Donc, en théorie, la prise en charge, la prise du rendez-vous est facile. Il y a 2 créneaux par semaine. Pour le moment, il n'y a que 6 patients qui sont dépistés, qui sont vus par semaine. Mais le but, c'est bien sûr d'augmenter cette activité. J'imagine sur cette prise en charge standardisée initiale, vous faites les co-infections, le VIH, Tout à fait. l'hépatite B. On fait un bilan hépatique, les cholestérols, les sérologies virales pour l'hépatite B, C, VIH, génotype, si besoin, bien sûr, et fibrotest, actitest. Puis les patients, il est vu par un hépatologue, un senior du service, et tous les hépatologues de Paul Brousse se sont mis. Donc c'est très agréable. Tout le monde a adhéré au projet. Tout le monde, les PU, les PH, les chefs des cliniques, tout le monde est très motivé. Une fois que les patients il a vu la première fois les pathologues, il va faire son fibroscan et il a la moyenne. Le fibroscan chez nous est fait par des infirmières référentes hépatite C. Et Ce qui est important pour ceux qui nous suivent, c'est que vous avez tout sur le même secteur. Tout sur le même Donc secteur. vous avez tous les acteurs, les facilités, Tout à les fait. pathologues, les infirmières qui font le fibroscan, la prise de sang. Tout dans la même. Il y a 20 mètres qui séparent la consultation de la prise de sang, du box de fibroscan, du box des infirmières hépatite C. Et Le laboratoire comment de vous faites virologie pour un peu avoir plus loin, mais bon. Le résultat sur la journée alors. Même la virologie alors. Même la virologie, dans la matinée. On t'expliquera plus tard. Oui, on y Avec arrive, plaisir, on y arrive. on y arrivera. Ah, et donc, les patients, il est vu par l'infirmière référente pour l'hépatite C, pour les fibroscans. Et puis, s'il a des questions à poser, et souvent, ils ont des questions à poser parce que c'est des patients qui sont dépistés récemment. Donc, ils connaissent pas trop leur maladie. Ils sont très angoissés au tout début parce que ils savent pas où est-ce qu'ils en sont. Ils ont bien sûr peur de la cirrhose, mais peur aussi d'avoir une hépatite chronique. Ils savent pas tout ce que ça comporte. Et puis, donc, ils peuvent avoir un moment d'échange dédié avec les infirmières hépatite C. En fin de matinée, ils sont revus par les pathologues et entre-temps, effectivement, on a les résultats du fibroscan, on a la biologie qui est prête et puis en fin de matinée, on a les charges virales. L'intérêt majeur, au fait, c'est que quand tu dépistes un patient, de pouvoir lui dire finalement il a l'hépatite C, tu l'as confirmé, lui dire on peut vous proposer une prise en charge, un traitement. Les patients avaient un stress, c'était trop long le Tout à résultat, ils venaient pas le chercher parce qu'ils étaient stressés Ouais. ou parce Ils qu'ils pouvaient revenaient pas, pas. parce Ouais. qu'ils étaient D'autres, dans des conditions socio-économiques difficiles. Ouais. Et donc, ils sortent de cette consultation avec stressés ou pas stressés. La plupart des fois, c'est bien sûr, on a annoncé des fibroses avancées, mais la plupart des fois, les patients ils sont très soulagés d'avoir été pris en charge dans un délai qui est très court et avoir su dans la fin de la matinée où est-ce qu'ils en sont. Si c'est une B, là on va parler beaucoup du C, mais si c'est une hépatite B, ils auront le dépistage pour la famille et ça aussi, ça les motive. Ça les Vous motive, suivez toutes les énormément. recommandations, les bonnes pratiques cliniques. Tout à fait. Et Est-ce que puis, le programme va être évalué? Bien sûr. bien sûr, il a des évaluations. On s'est mis plein de C'est une plein de challenge. challenges. Cette consultation a On fera une autre commencé, émission pour le si vous résultat de voulez, l'évaluation. avec plaisir. Cette consultation a commencé fin novembre, donc c'est tout jeune, mais il s'est assez bien rodé. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir intégrer à ces programmes une assistance sociale. Qui permet effectivement chez les patients qui sont en rupture des droits, chez les patients qui n'ont pas des droits ouverts, de pouvoir enclencher une prise en charge. Rapide. Ah, c'est important ça. Ça fait partie effectivement de cette prise en charge rapide, comme le nom l'indique. Et les buts, c'est effectivement de faire les bilans de la maladie, de dire au patient où il en est, et puis éventuellement prévoir une prise en charge rapide avec un traitement à la clé s'il le faut. Bien sûr, pour l'hépatite C, il faut encore attendre les 100% et le passage en RCP. Mais on a pu voir des patients et puis les traiter dans les 3 ou 4 semaines à partir du premier moment où ils sont rentrés à Paul Brousse. Et donc, c'est effectivement dans le but dans l'idée initiale qu'on avait. Et puis ce qui est très important, c'est comme vous êtes tous les mêmes acteurs, vous n'avez pas à l'adresser ailleurs pour certaines chances de traitement, puisque c'est vous-même qui faites ces RCP, ces traitements, donc ça facilite la prise en charge du patient. Oui, effectivement. Et donc, effectivement, c'est une petite idée. On a beaucoup de réfléchi avant de mettre en place cette prise en charge. Comment la proposer, à qui la proposer, comment la proposer. Et il y a tout le monde s'y est mis, les secrétaires, les cadres.
On a la chance d'avoir les infirmières référentes hépatite C qui sont Des infirmières très compétentes, très motivées, très à l'écoute des patients. Et On dit que les patients ne disent pas la même chose tout à fait. aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières. Et surtout, elles sont aussi ravies parce que les nouveaux patients, les patients qui ont été dépistés depuis peu de temps, ont plein de questions à poser et elles sont à nouveau investies dans un rôle d'information qu'elles avaient un peu perdu avec les patients qu'on a dans la filière, qu'on traite, qu'on suit depuis 3, 4, 5 ans. Et donc, c'est quelque chose de nouveau pour elles et qui est très motivant et je pense que ça a beaucoup fédéré les services. Ah, très bien, très bien. Donc il y a une grande satisfaction pour aider ces patients qui avaient une grande demande. Tout à fait. En même temps, ça fédère les équipes, ça permet d'améliorer les connaissances, de partager. Et ça, oui, ça facilite aussi la prise en charge de ces patients. Et je pense que sur les 50 patients qu'on a vus jusqu'à présent, il y en a eu 2 patients qui ne sont pas venus en consultation, à cette consultation rapide, alors qu'on a tous sur nos créneaux des consultations des nouveaux patients qui ne se présentent pas. Exact. Parce qu'ils ont attendu tellement longtemps qu'ils ont perdu l'ordonnance. Ah oui, donc vous pourriez comparer ce système par rapport à un système sans... Par exemple, on rajoutera. Voilà, merci. Très bien, très bien. On est en train d'établir le questionnaire. Ah, ouais. Anne-Marie, donc toi tu es virologue, tu es tombée dans la virologie toute petite, c'était une passion. Assez petite, oui. Oh, les bestioles, les infections. T'es arrivé quand à Paul-Rouge? Oh, moi ça fait 15 ans. Quand Cyril Ferré était là? Quand Cyril Ferré était là, oui. On m'a accueilli gracieusement. C'était très bien. Oui, c'était... donc je n'ai pas quitté cet établissement depuis. Voilà, et on s'implique, l'un des petits cercles là, c'est les virologues, et on s'implique activement dans cette prise en charge rapide. Bien sûr qu'on fait une prise en charge classique, mais cette prise en charge rapide, si tu veux que j'avance peut-être. Ouais, explique-nous comment vous dépistez finalement un patient, qu'est-ce que vous faites pour la prise en charge initiale? Parce que donc là, cette diapositive vous montre le déroulé d'une prise en charge classique, on va dire, du dépistage sérologique. Si ce dépistage est positif, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a du virus? Est-ce que c'est une infection en cours? Donc l'intérêt de la charge virale. Si le patient... Donc il faut toujours le confirmer sur un deuxième prélèvement. Toujours, c'est la seconde étape. Et s'il y a une réplication virale, donc là il y a une infection, donc cette infection, est-ce qu'elle est accessible au traitement? Et pour actuellement, il faut connaître le génotype et connaître le stade de fibrose pour avoir accès au traitement. Donc ça peut être très long, comme l'a dit Teresa, ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un... Qui entraîne la perte du suivi du patient. Tout à fait. Vous avez un résultat. Et donc là, on propose dans le cadre de ces prêts une prise en charge plus raccourcie, on va dire. Les patients, le dépistage sérologique initial, donc il est soit fait en ville, soit fait donc dans l'Exapa Carude, bon c'est pas encore tout à fait à disposition, mais par ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation diagnostique qui sont... les fameux TROD. Les fameux TROD, voilà, dont on peut obtenir le résultat en moins de 30 minutes, parfois plus rapidement. Il n'y a besoin d'aucun équipement, c'est une goutte de sang ou de la salive. Et ça peut être disponible dans l'Exapa, les Carudes, des actions de dépistage hors les murs, ce qu'on dit, hors les murs. Ça, c'était vraiment notre cible pour cette consultation de prise en charge rapide. Mais on a aussi des patients qui sont dépistés de manière conventionnelle, c'est le bas de la diapositive, avec une sérologie prescrite par un médecin généraliste, et puis cette sérologie elle est faite sur des automates, gros équipements, etc. Mais vous voyez que les résultats sont aussi rendus rapidement en 2 heures. Donc ce dépistage, dans le cadre de ces prêts, il a en théorie déjà été fait. Donc il y a eu un premier dépistage positif, et là, quoi faire de ce dépistage positif? Et nous on propose une confirmation par charge virale dans la matinée, et ça c'est possible grâce à des outils. Les industriels nous aident beaucoup. C'est ce qu'on appelle des machines PCR en random access, donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait une série de 96 ou 48 ou échantillons pour lancer la manipulation. On peut le faire en unitaire, comme vous voyez la petite main qui met la petite capsule de réactif dans la machine. Là on a le résultat, donc je vous ai dit, entre l'arrivée du tube et la transmission du résultat, moins de 3 heures. Donc dans la matinée, sur quelqu'un qui a été dépisté positif en ville, il a ce résultat essentiel qui est: est-ce que j'ai ou pas vraiment une infection par le virus de l'hépatite C? Donc vous avez 2 questions là des personnes qui nous suivent. Une pour toi, Anne-Marie, c'est Elise. Par rapport à toutes ces techniques, est-ce qu'il y a une formation, un apprentissage, où tout est robotisé, c'est facile à acquérir? Alors ça, il faut que ce soit fait dans un grand centre. Je pense qu'un quelqu'un qui a le bac
peut parfaitement faire ça. Surtout au niveau du bac, actuellement, n'est pas celui du bac de nos grands-parents. Tout à fait. Donc, probablement. C'est du niveau du point of care. Donc le point of care, il faut que c'est fait pour, il faut que ce soit facile. Voilà, c'est fait pour. Il y a 1 minute de manipulation. Donc en gros, c'est vrai qu'il faut avoir une centrifugeuse. Vous voyez là, les petits tubes, il y en a un qui est pas centrifugé, l'autre qui est centrifugé. Donc il faut quand même le faire tourner. Donc il faut avoir cet équipement-là à disposition. Donc là, il suffit d'appuyer sur un bouton pour centrifuger. Et après, il faut avec une pipette prélever une quantité de sang et la déposer dans cette petite cartouche. Donc là non plus, c'est pas très compliqué. C'est 1 minute de manipulation. Teresa, il y a une question pour toi. C'était finalement quand tu vois un patient avec ce système rapide et qu'il remplit les conditions d'un traitement, il y a une fibrose sévère et tout ça, à quel délai au moment où tu penses et tu le vois la première fois qu'il doit avoir un traitement et le moment où il va le recevoir? Une estimation, une fourchette? On est plus ou moins sur 1 mois. Et moi, parce que la plupart des patients sont nouvellement dépistés et ils n'ont pas des 100%. Oui. Alors, pour mettre en place les traitements... Ils ont le droit au 100%, il y a une hépatite chronique. Et ils en ont besoin d'ailleurs. Et donc, ils doivent retourner voir les médecins traitants avec une copie du courrier qu'on fera en sortant de la consultation rapide, en disant qu'effectivement, voilà, les résultats chez votre patient et qu'il faut qu'il y ait une demande de 100% qui est faite. Et puis, on les passe en staff RCP. Donc, la RCP, comment ça se passe? C'est une fois par semaine? C'est 4 jours? À Paul Brousse, c'est le mercredi, une fois par semaine. Dans notre centre, voilà, c'est variable. Et nous sommes plusieurs. Il y a les hépatologues du service, il y a les virologues, il y a les pharmaciens, il y a les infirmiers, les fameuses infirmières hépatite C. L'éducation thérapeutique. Tout à fait. C'est les plus actifs d'ailleurs. D'ailleurs, ils connaissent très bien les patients, donc effectivement, ils nous aident énormément. Il y a également les attachés des recherches cliniques, puisque quand même ça fait partie de la prise en charge des patients, la recherche. Et donc on discute du patient, les attachés de recherche clinique notamment aussi pour voir si un patient est incluable dans un protocole thérapeutique. Tout à fait. Et donc c'est indication, interaction médicamenteuse, je pense que vous allez en parler. Et donc c'est peut-être au programme. c'est vrai, peut-être. Et donc en final, voilà, on décide d'un traitement et les patients y revus. Donc du coup dans le mois par rapport à la première prise en charge pour le début du traitement. Donc c'est énormément d'activités supplémentaires pour tout le monde. Pour vous, pour la virologie. En même temps, vous êtes un grand centre de transplantation hépatique, on va y revenir. C'est à Comment vous arrivez avec cette capacité? Vous travaillez tous beaucoup, énormément. C'est la motivation, je pense. C'est juste une volonté de tout le monde, d'avancer ensemble. C'est un moyen constant. Pour le moment, on espère effectivement que les choses... C'est une grande satisfaction d'aider les patients. Mais effectivement, encore une fois, les infirmières hépatite C, les infirmières des prélèvements, les secrétaires, tout le monde est très investi dans ces projets. Et donc pour le moment, c'était un peu compliqué à le mettre en place. Je ne dis pas le contraire, parce que tout le monde nous disait qu'il va y avoir plus de travail. Il y a eu beaucoup de réunions avec la virologie. Il y a beaucoup de aussi qu'on met en place quelque chose de nouveau. Et finalement, les gens doucent. Et puis, c'est l'organisationnel qui était le plus compliqué au départ, ne serait-ce que pour faire que le tube arrive et qu'on ait l'information il a été dépisté pour l'hépatite C avant. C'est une B, c'est une C. C'est une B, d'ailleurs. Tu dis comment ça marche? Oui, comment ça marche? Comment ça marche? Une fois que le patient a été prélevé et qu'il a vu une première fois les pathologues appellent la virologie et il dit voilà ce qu'il m'a raconté. Donc soit il a été dépisté en ville, soit il ne sait pas du tout où il en est. Et donc quand il a été dépisté en ville, soit par un ELISA, soit par ces fameux TROD, le prélèvement est fait et là d'emblée nous en virologie on lance la sérologie conventionnelle. Confirmation sur un second prélèvement qui est indispensable et on lance la charge virale en même temps. Et donc 3 heures après, on a 3 cas de figure qui sont là. Soit l'infection est confirmée et donc il entre dans une filière possiblement de traitement. Soit on confirme la sérologie, mais il n'y a pas de virus circulant, donc le patient ressort a rencontré le virus, il s'en débarrassé, il est guéri. Il a guéri, il rentre. Ça lui évite aussi dans ce cas-là d'attendre 2 mois, d'être stressé et de ne pas avoir de résultat. Donc soit le cas d'annonce de la maladie, en fait il est moins stressé parce qu'il a un traitement derrière, soit l'annonce de pas de maladie et ça lui évite un stress pourri. Et soit des faux positifs comme hier, donc toutes les sérologies sont sujettes à faux positifs et là on en a eu quelques-uns et qui ont été ravis, il est sorti, il n'était même pas infecté. Mais voilà, ces faux positifs sont résolus par la sérologie conventionnelle, la charge virale. C'est intéressant de mesurer le stress des patients qui a diminué. C'est-à-dire la sudation, le stress, l'anxiété, la difficulté à travailler, avec des échelles de stress, et de faire les patients qui passent pas par ce système versus ce système pour la prochaine émission.
Ouais, c'est sûr. Et donc l'autre possibilité, c'est que le patient arrive dans un dépistage total, donc il ne sait pas du tout, il pense qu'il a une hépatite ou il craint d'avoir une hépatite, et là on fait un dépistage conventionnel avec la sérologie, et si elle est positive, on fait la charge virale quand même, et il y a une deuxième consultation qui sera nécessaire si la sérologie est positive pour confirmer sur un second prélèvement et reprendre là une filière conventionnelle. Voilà comment ça fonctionne. Très bien, c'est très clair. Alors, il y a une autre question aussi de quelqu'un qui nous suit, qui nous dit combien de patients vous avez pris en charge en consultation rapide? Donc, ça vient d'être mis en place, mais pour avoir une fourchette sur le mois. Une cinquantaine en tout. Et vous pensez on augmenter voit 6 par régulièrement semaine pour le moment. Mais le but, c'est effectivement d'augmenter rapidement. Et puis voilà, en tout cas voilà, à Paul-Brousse, on n'avait pas des prises en charge rapides, on n'avait pas des consultations de ce type. Je sais que dans d'autres centres, c'est les cas. Je pense qu'à Beaujon, il y a quelque chose. Oui, nous on avait mis en place aussi il y a très nombreuses années, parce qu'on avait un réseau qui était actif avec Nathalie Boyer, Patrick Marcelin. C'était au fait le fait que les patients qui appelaient dans le service avaient un rendez-vous dans 3 mois, 4 mois, ils s'étaient démotivés, voilà, et puis on avait des personnes, nouveaux consultants. Voilà, mais il est là. Et donc on a fait une consultation d'annonce rapide, c'est-à-dire qu'il y a 2 médecins généralistes traitants très impliqués dans la prise en charge de l'hépatite, qui étaient à l'époque aussi, il y avait Laurent Catan. Et donc, il voyait les patients très vite, il faisait tout de suite le bilan, et si le patient était détectable, il le mettait dans la filière de traitement rapide. Mais on avait un résultat quand même en une semaine. Tu vois, on faisait pas les trocs, mais on faisait une première discussion diagnostique pour rassurer, pour expliquer la maladie avec Laurent Catan. Laurent Castera nous fait les fibroscans. Et puis, on est malade. Donc on est aussi de nombreux hépatologues. Et aussi, bien sûr, avec les infirmières, on a aussi l'éducation thérapeutique. On a des groupes de parole aussi avec les infirmières, les pharmaciennes, les psychologues. Où soit on a des consultations individuelles, soit on a des consultations avec des groupes de parole, les gens viennent discuter. Et au fait, on s'est rendu compte aussi, qui est très intéressant, c'est que quand les pathologues disent « je pense que ce patient a besoin d'éducation » ou s'il n'en a pas besoin, dans 50% des cas, il se trompe. Donc du coup, on met tous les patients dans la filière éducation thérapeutique parce qu'il y en a qui disent finalement ça m'a apporté. C'est la même chose qui se passe à Paul-Brousse. On propose l'éducation thérapeutique à tous les patients. Il y en a certains qui adhèrent, la plupart ils adhèrent, et il y en a certains qui n'adhèrent pas. Après, c'est leur choix, je veux dire. Ils ne sont pas obligés, mais on leur propose, et je pense que ça leur apporte beaucoup d'échanger, effectivement. Avec alors, ce qui est aussi amusant, c'est que tu sais que les hépatologues, on leur disait est-ce qu'il y a besoin d'éducation thérapeutique ou pas, ils disaient mais non, pas du tout. Il a tout compris, il a tout expliqué. Et finalement, quand ils sont allés à cette éducation, ils se disent ah, c'est intéressant, c'est pas mal. Et maintenant, j'ai une cirrhose. Ah bon? Je croyais que j'avais juste un F4, mais souvent, ça se passe comme ça avec les infirmières aussi. Donc, effectivement, l'échange, la pluridisciplinarité, je pense que ça apporte des choses. Et puis, effectivement, ça rapproche des liens aussi avec les autres services de l'hôpital. On n'était pas éloignés du tout. Vous étiez très proche déjà. Mais là, on s'est vu beaucoup. Oui, on s'est vu beaucoup. En peu de temps. T'as une question, c'est quand un patient est traité finalement, il y a un suivi virologique, on profite de ton expertise comme virologue. Dans le suivi virologique simple. Donc ça, c'est la conclusion de ce dépistage. Ouais, le suivi virologique actuellement, il est basé évidemment sur la charge virale qui doit se négativer. Donc on préconise une charge virale à 1 mois de traitement pour vérifier l'observance. Mais elle serait à la limite pas nécessaire si le prix des médicaments n'était pas ce qu'il est. Et on vérifie la négative, enfin on vérifie en fin de traitement et surtout 3 mois après l'arrêt du traitement que le virus a disparu. Et c'est cette charge virale à 3 mois de l'arrêt du traitement qui va définir la réponse virologique et qu'on obtient maintenant dans un pourcentage très important. Dans la grande majorité des patients sont guéris avec un virus qu'on ne détecte pas 3 mois après l'arrêt, mais les rares cas où c'est détectable, finalement, quelles sont les recommandations de notre virologue experte? La manière dont on travaille ici, c'est on les repasse en RCP, bien sûr. Oui. Et cette RCP, elle est faite avec une nouvelle analyse à disposition qui est la recherche de mutations de résistance pour pouvoir, notamment si le patient a reçu des anti-NS5A, où dans la plupart des cas, des mutations sont en place, ont émergé. Et donc, c'est avec ce résultat du test de résistance qu'on choisit le traitement de seconde intention. Très bien, très bien. Bon, on s'assure bien sûr que le patient a une bonne compliance, a pris son traitement. Il y a des patients qui n'ont pas pris le traitement et qui ont... Alors, quand on ne prend pas le traitement, la charge virale se négative rarement. Donc, en général, ce sont des patients qui ont pris leur traitement et le fait qu'ils aient des mutations montre qu'ils l'ont pris. Non, ce sont des échecs. Les rechuteurs sont des échecs. Ceux qui ne le prennent pas, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, en général. C'est pour voir si tout le monde était prêt. Voilà. Très bien, on est très content d'avoir eu cette explication sur le parcours du patient. Merci avec l'avis de l'expert du virologue. Merci d'avoir été avec nous.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Non, on espère que effectivement ça va s'étendre et on espère avoir, donc on a déjà le support de quelques industriels pour notamment de l'industrie de la biologie pour faire fonctionner ça. Bon, on espère que ça va augmenter effectivement. J'en suis sûre. Voilà. Nous on vous soutiendra. Marie-Thérèse, merci encore. Merci et puis beaucoup. on va passer à la deuxième partie de l'émission avec Rodolphe et Jean-Charles. Et donc à tout de suite pour la deuxième partie. Bonsoir, merci à ceux qui nous rejoignent pour l'émission VHC en live, émission soutenue par AbbVie pour la prise en charge de l'hépatite C. Nous sommes au centre hépatobiliaire de Paul Brousse, un grand centre de transplantation hépatique, grand centre pour la prise en charge d'hépatite, et on a la chance d'être avec Rodolphe Sobeski, hépatologue. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Tariq. Donc Rodolphe, tu as fait ta formation aussi à Beaujon, tu as appris les pathologies classiques, Oui. et ensuite tu as rejoint Paul Brousse. Ouais, Tu as fait ton DEA, ton master. J'ai fait mon master et ensuite mon master 2, ça s'appelait DE1, et ensuite master de sciences, et je suis arrivé à Paul Brousse via l'unité INSERM. Ça fait maintenant 8 à 10 ans à peu près. 8 à 10 ans déjà. Le temps passe vite. Je me rappelle qu'on était chef de clinique ensemble. Ouais. Enfin, à l'époque où j'étais ton chef. Ouais. Jean-Charles. Donc, Bonjour, bonsoir. Tariq. Salut Jean-Charles. Bonsoir. Salut, merci aussi de nous accueillir, chez vous. Jean-Charles, ça fait plaisir. Donc, tu es pathologue, tu connais très bien la transplantation, les pathologies, et tu es en même temps responsable du DHU. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Alors, DHU, c'est département hospitalo-universitaire. C'est un département qui a été créé maintenant depuis 2013 et qui a pour vocation de réunir des services cliniques, des pédiatres et des adultes hépatologues sur des projets de recherche innovants, diagnostiques et thérapeutiques. Et vous avez discuté là, il y a quelques minutes de ces prêts, ça rentre complètement dans des objectifs innovants de prise en charge de toute maladie hépatique. Il y a une spécificité de votre DHU? Il y a une spécificité, la spécificité c'est d'être le plus innovant possible. Alors c'est pas toujours facile. Donc il y a des axes innovants, en particulier thérapeutiques, et en particulier d'aider supplémenter des foies qui ne marchent pas. Donc c'est évidemment améliorer des systèmes extracorporels, c'est se lancer dans la bio-ingénierie du foie, donc dans la construction du foie, avec différents types de cellules, différents types de supports, etc. Et là c'est un objectif majeur du DHU. C'est passionnant, le foie est un organe qui régénère, et je suis sûr que ça aboutira à énormément de données importantes pour tout le monde. Jean-Charles, tu es tombé dans les pathologies tout petit. Comment t'es arrivé? Comment tu as choisi ce métier quand tu étais interne? J'ai choisi en fait quand j'étais externe, donc ça nous ramène encore plus vieux que ça. Et j'étais très tôt passionné par des maladies auto-immunes, et des hépatites auto-immunes. Et d'ailleurs j'ai été formé par des pédiatres, avec qui je continue de travailler avec beaucoup de plaisir. Quand tu étais étudiant en médecine, tu es passé en stage de pédiatrie? Je suis passé en stage de pédiatrie, je suis en master, enfin anciennement DEA. J'ai travaillé avec les pédiatres à 17. C'est qui dirigeait ton master? C'est Fernando Alvarez, qui est maintenant à Montréal. Très bien, très bien. C'est intéressant.